Bonjour et bienvenue dans ce club expert immobilier. Ça devient un rendez-vous incontournable. Vous nous avez dit que vous adorez ces rencontres, donc on les fait de manière très régulière maintenant. Et on a donc 4 invités autour de la table. Je vais vous les présenter tout à l'heure. 3 thèmes, vous le savez, maintenant un quart d'heure par thème. On gérera en fonction de l'importance et du nombre de questions, effectivement, ce timing. On est assez libre, on est sur Internet. Donc je reprends ces thèmes d'aujourd'hui. Les SCPI, incontestablement, le produit star de l'année 2014. Un rendement en moyenne, vous me confirmerez ça, messieurs, au-delà de 5%. Pour certains, beaucoup plus. Mais en tout cas, la moyenne est au-delà de 5%. Et des collectes comme on n'en avait jamais vu. Donc pour combien de temps? Ça sera forcément ma question et j'imagine la vôtre aussi. Une question à la mode, on verra quel temps on passe sur cette question. Le crowdfunding, tout le monde en parle. On voit que sur l'immobilier, ça commence, en France de manière très limitée, mais aux États-Unis, ça commence à avoir du sens. Alors pourquoi, au fond, a-t-on besoin de cet outil qui serait le crowdfunding? Et est-ce que ça vient remplacer, concurrencer la gestion collective de l'immobilier, notamment les SCPI et les OPCI dont on parlera. Et puis enfin, la multigestion, on va dire, en gestion collective immobilière et notamment les différents types de SCPI qui se développent. On voit, messieurs, sur vos 4 maisons en ce moment qu'on développe des SCPI plus spécialisés. Et ce qui est très étonnant, c'est que vous allez tous au même endroit, en réalité, en Allemagne et sur la santé. Mais certains ont quelques originalités. Ça sera l'occasion pour vous de nous présenter vos nouveautés et vos produits. Alors, on a de la chance parce que vous le savez, dans ce club expert, autour de la table, nous avons les stars du marché, la crème de la crème. Alors, forcément, je ne suis pas dans le bon ordre, mais on commence à ma droite, par ordre d'apparition à l'écran. Marc Bertrand, le petit nouveau de ce club. Bisu, je le disais, donc on va voir, mais je crois qu'il sait bien se défendre. La française REM. Alexandre Claudet, Perial. Alexandre, vous êtes déjà venu. Puis l'autre fois, j'ai un petit problème de moto. Faites attention à vous, vous ne voudrez pas. Faites très attention quand même. Danny Wall, je ne ferai pas la blague. Danny Wall pour Primonial REM, bien sûr. Et Nicolas Kert, il est déjà venu nous rejoindre sur ce plateau pour Amundi. Merci, pas beaucoup de femmes, dites donc dans l'immobilier, la parité, ça ne marche pas fort. Donc voilà. Mais avant de commencer, que serions-nous sans lui? Vous le connaissez. Alors le pacifiant, j'ai trouvé ce mot-là aujourd'hui, le pacifiant Georges de la Taille, celui qui porte la particule comme la colombe porte son rameau d'olivier avec une certaine forme d'utopie, Georges. Bonjour Jean-Pierre, pour une fois vous êtes sympathique. Voilà la règle du jeu, on y va. Toujours aussi simple, toutes les questions que vous voulez dans la petite zone sous la vidéo. La seule petite contrainte des clubs experts, c'est 3 thèmes de 1 quart d'heure, donc on ne pourra traiter les questions que quart d'heure par quart d'heure. Voilà, donc on regroupera les thèmes et ça c'est votre Exactement. job, Georges. C'est joli ça, c'est votre job, Georges. Allez, on y va. Peut-être avant de rentrer dans les thèmes, moi j'ai une question sur l'immobilier d'habitation. Ça intéresse tout le monde forcément parce que tout le monde en général, enfin beaucoup de gens sont propriétaires. Et puis il y a quand même quelques SCPI qui gèrent de l'habitation. Vous me le disiez Marc tout à l'heure, un petit milliard quand même. Rien, voilà, donc on regarde ce qui se passe. Et alors j'ai lu un éditorial cette semaine de votre patron, un ami, Xavier Lépine. Xavier, si tu nous entends, on te salue. Et je vais lire, dans un univers où les prix restent durablement à des niveaux peu compatibles avec le pouvoir d'achat immobilier des ménages, la véritable problématique va être de trouver des investisseurs pour construire de nouveaux logements. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Si j'ai bien compris, il nous dit c'est difficile parce que les gens ne peuvent plus acheter, mais il n'y a plus d'investisseurs institutionnels parce que ça ne rapporte pas assez. Alors, si tout le monde a compris, c'est qu'on s'est mal exprimé. Non, C'est d'abord, je vous invite bloqué. à lire le papier de Xavier Lépine, c'est quand même fort intéressant. Oui, c'est pour ça que je le cite. Et en résidentiel, indiscutablement, on est, je ne sais pas si on clôt, mais en tout cas, on est au terme d'une décennie d'augmentation des prix très forte, avec finalement, et certaines études le montrent, un décrochage entre le pouvoir d'achat. L'évolution du pouvoir d'achat est très impressionnante entre l'évolution du pouvoir d'achat et l'évolution des prix de l'immobilier. Donc, et effectivement, un risque, ou en tout cas un questionnement sur le retour à la moyenne de ce ratio-là. Ce qu'explique Xavier Lépine dans son papier, c'est que, outre les facteurs classiques de demande, de pouvoir d'achat, etc., il y a un certain nombre de facteurs propres à la structure d'épargne des Français, et notamment, disons-le franchement, une certaine inquiétude face au régime de retraite par répartition qui font que les Français sont toujours, et on l'a ressenti au travers des collègues de SCPI, sont toujours très attachés à l'immobilier pour ces raisons-là. Mais c'est très difficile de résumer en quelques phrases. Et puis le premier investissement, on va faire un petit tour de table, mais très rapide, juste pour donner votre avis, mais le premier investissement patrimonial, c'est souvent sa résidence principale. Naturellement, tout le monde a envie d'acheter. Aujourd'hui, c'est très difficile. On le disait, écart de pouvoir d'achat pour des jeunes. S'il n'y a pas des parents derrière, aujourd'hui, pour acheter, c'est très difficile. Qu'est-ce que vous en pensez alors? Est-ce que c'est trop cher aujourd'hui? Moi, je dirais, ne nous l'aurons pas. Aujourd'hui, le marché du résidentiel, on gère à peu près 800 millions d'euros, donc on a des statistiques assez précises sur ce qui se passe, essentiellement en Ile-de-France, parce que nous sommes investis essentiellement en Ile-de-France.
On a des baisses de valeur d'expertise assez raisonnables, de l'ordre de 1 à 2% en fonction des localisations. Donc on sent quand même qu'il y a une légère pression à la baisse. Si aujourd'hui le marché tient dans de bonnes conditions, c'est parce que les conditions de financement sont tout simplement hallucinantes. Donc c'est ça qui maintient en fait le pouvoir d'achat à l'acquisition et qui maintient hors de l'eau le marché. Est-ce que selon vous c'est trop cher, l'immobilier d'habitation aujourd'hui? Moi j'ai envie de dire... Compte tenu du pouvoir d'achat, effectivement les taux sont ridiculement bas. Mais pourquoi dire que c'est trop cher si on continue d'en vendre? Si on continue d'en vendre, c'est que des personnes peuvent en acheter, qu'ils arrivent à se financer et que le marché se maintient. De moins en moins, il n'y a pas beaucoup de transactions quand même. C'est vrai. Il y a moins de transactions, il y a aussi moins de production. Le marché n'est pas très efficient. Le message que je voulais passer, c'est que ça tient par rapport au niveau des taux d'intérêt. Donc c'est la même question en fait, qu'on se pose en général sur les autres classes d'actifs. Allez, on fait vite le tour. Dany, c'est cher ou c'est pas cher? Je crois que c'est... Il faut voir. Il ne faut pas me répondre, oui, non, c'est normal, on est dans l'immobilier. Pour prolonger un peu le constat que faisaient Xavier et Marc, on est passé d'une décennie où finalement les pouvoirs d'achat ont été solvabilisés dans une certaine mesure par la baisse des taux, à une phase du marché où c'est l'effet de rareté, notamment dans ce qu'on appelle les zones tendues, qui va pousser à la hausse des prix. Alors évidemment, il y a des limites, c'est-à-dire que la solvabilité des ménages est évidemment une contrainte, sauf que si c'était la solvabilité moyenne des ménages qui était le déterminant du prix, depuis 2003, ça baisserait. Donc ce n'est pas le cas. Ce qui se passe aujourd'hui sur le marché résidentiel, c'est que les endroits qui passent pour cher se renchérissent et dans énormément d'endroits en France, les prix du logement se sont effondrés. Donc la question, c'est d'être plus sélectif dans un marché qui sera plus inégalitaire, mais qui sera quand même... C'est vrai qu'en province, les prix ne sont pas là, mais en Ile-de-France, c'est très cher. Alexandre, tiens, vous achèteriez aujourd'hui? C'était votre premier achat au prix où c'est, ou vous attenderiez un peu? Écoutez, j'ai acheté il y a fort longtemps. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez? Vous êtes riche, c'est pas pareil, mais pour un jeune... Et je crois que dans le cadre de sa résidence principale, il n'y a pas beaucoup de questions à se poser, il faut y aller. À ce prix-là, vous iriez là? Mais de toute façon, même si on peut considérer que c'est cher, en ce sens qu'on est pratiquement sur un plus haut historique, parce que les 2 dernières années ont vu une correction mais relativement faible. Mais si on prend ce qui s'est passé au niveau des taux ces derniers mois, les Français ont regagné en pouvoir d'achat pour acheter du logement. Donc il est difficile d'imaginer aujourd'hui... Sauf que les banques sont beaucoup plus sélectives, elles prêtent moins, plus difficilement. Et c'est compliqué quand même. Moi, je le vois, je suis CGPI. Mais avec des marges plus importantes qu'elles ont pu reconstituer. Donc. Bon, j'arriverai pas à vous avoir là-dessus. Je ne saurais pas si c'est cher ou pas cher. Bien, vous faites bien le job. Allez, messieurs, on va rentrer dans la première partie de ce Club Expert. Et je vais simplement vous demander, pour vous, donc on a vu tout à l'heure, les SCPI, ça a été un carton plein, un rendement au-delà de 5. Alors avant de discuter de ce rendement, comment ça s'est passé pour vous? Énorme année de collecte, c'est très sérieux, ça résiste. En début d'année, est-ce que ça marche pareil? Nicolas, on commence. Oui, 2014, c'était vraiment une très belle année de notre côté, puisque bon, vous parliez des SCPI, mais si on prend SCPI et OPCI, on est à un petit peu moins de 800 millions d'euros de collecte sur les deux types de supports. Donc c'est une belle année, indéniablement. Pour chacun, là, qu'est-ce que ça représente? Ça monte très fort? Oui, par rapport à il y a 2 ans, par exemple? Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, s'agissant d'Amundi, oui, on est en croissance très forte, et notamment par l'impulsion des OPCI. J'ai plus en tête plus 50% de mémoire, je crois, sur les OPCI. Et sur les SCPI, c'est de l'ordre de 20%. Voilà, dans ces eaux-là. Sachant que le marché sur les SCPI a fait 16,6% si je ne m'abuse. Donc oui, ça pousse fort. Et ça pousse très fort en début d'année, notamment sur l'OPCI. Tout à fait. Ouais. D'accord. Chez vous, l'OPCI, c'est très fort. Hein. Dany, chez vous? Pour nous, ça a été une année historique à la fois de collecte et d'investissement. Chez Primonial, c'est toujours une année historique. Dans la mesure où on a été créé il y a assez peu de temps, voilà, c'est assez normal. Mais clairement, on a investi 1,4 milliard et collecté 1,5 milliard. Ça, c'est le collectif, parce que des fois, on a du mal à s'y retrouver dans les chiffres entre les opérations spéciales, j'allais dire, que vous avez faites. Là, on parle que du collectif. C'est l'addition de l'OPCI et des SCPI. D'accord, la même chose. 1,5 milliard, 1,4 milliard, donc c'est le même périmètre que ce qu'évoquait Nicolas. Donc, bon, on y reviendra, mais effectivement, ça représente une part, finalement, sur un marché de l'investissement tertiaire français qui fait 23-24 milliards. Hein. Et les SCPI, en général, avec 3 milliards de collecte, on fait donc un poids non négligeable. Pour nous, ça a été une très très bonne année. Mais effectivement, je pense qu'il y a les fondamentaux pour que ça se perpétue. Alexandre, Périal. Nous aussi, nous sommes satisfaits de notre année, avec une collecte en légère augmentation. Ce qui est assez satisfaisant, c'est qu'effectivement, on s'aperçoit qu'on a une diversité dans la collecte assez forte, avec à la fois de l'assurance vie, je crois qu'on en parlera, mais également du démembrement de propriété, du crédit, du cash. Et on s'aperçoit que la SCPI, c'est un magnifique instrument de gestion de patrimoine.
D'accord, donc très belle année pour vous, vous êtes content, et plus diversifié, c'est ce que vous nous dites, hein, dans la collecte. Très diversifié par les origines en fait, des collectes. D'accord, Marc? Pour la française, sur l'immobilier, pour toute l'année 2014, c'était à peu près 1 milliard. Une bonne année également en SCPI, qui a représenté un peu plus de 300 millions d'euros de collecte, le reste sur d'autres véhicules, notamment institutionnels. Nous avons d'ailleurs bridé un petit peu la collecte. On aurait pu faire plus en matière de SCPI, mais on a voulu resynchroniser les investissements derrière. Et donc sur la dernière partie, on a stoppé un petit peu, mais je pense qu'on aurait pu faire beaucoup plus. Super. Même. Alors vraiment, vous me lancez directement la balle. On me pose la question, très belle collecte, mais est-ce qu'il y a encore des choses à acheter en France? En clair, est-ce que vous devez tous piloter votre collecte de manière à faire très attention à ce que vous achetez? Parce que c'est bien beau de lever de l'argent, mais il faut avoir du produit derrière. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes bridé par l'offre? Enfin, le facteur limitant sur le marché semble aujourd'hui être plus l'approvisionnement en immeubles que la collecte. Ce qui explique d'ailleurs, et on y reviendra tout à l'heure, les axes de diversification que l'on essaye de tous mettre en place. Mais oui, il y a deux choses à synchroniser, deux choses à surveiller. La synchronisation de la collecte avec les investissements. Alors, il y a plusieurs outils pour y arriver. Que ce soit un petit peu de surinvestissement, le jeu sur les délais de jouissance, on y arrive. Mais la synchronisation est importante, surtout dans un univers de taux zéro qui est très suffocant quand on a du cash. Et la deuxième chose, c'est l'adéquation du taux auquel on acquiert les immeubles avec le taux que produit le stock globalement. Donc là, c'est deux points. J'appellerais ça les risques de dilution conjoncturelle à court terme avec le cash qu'on peut avoir et le risque de dilution structurelle qui est l'adéquation entre le flux et le stock. Est-ce que les nouveaux souscripteurs, au fond, parce qu'on a eu cette discussion de SCPI à capital variable ou à capital fixe, en fait, est-ce que les nouveaux souscripteurs, ils ne viennent pas polluer le rendement des anciens, Alexandre? Et est-ce qu'on n'a pas de quoi s'inquiéter aujourd'hui? Parce que quand on arrive avec beaucoup d'argent, normalement, les vendeurs, ils vous disent, attendez, on va rediscuter un peu. Si vous avez plein de pognon, on va peut-être rediscuter notre prix et notre rendement, donc, enfin, votre rendement plutôt. Je crois que le premier principe de la SCPI, ça reste la mutualisation et c'est la taille d'une SCPI. Oui, mais quand trop d'argent arrive, justement, c'est comment je contrôle. Mutualiser, c'est bien, mais attention aux nouveaux qui arrivent s'ils viennent polluer les anciens. Le point essentiel, et Marc le mettait en avant, c'est effectivement l'adéquation entre la collecte et l'investissement. Ensuite, c'est vrai qu'il faut être vigilant sur le rendement des actifs qu'on va faire rentrer dans le portefeuille, puisque ça, c'est le rendement à terme du portefeuille et de la SCPI. On peut, et aujourd'hui, on a peut-être des facilités qui nous ont été offertes par AIFM, faire un peu plus d'ingénierie dans les SCPI pour essayer de chercher du rendement. On va pouvoir construire ou reconstruire. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Et donc, on va pouvoir améliorer le rendement puisque la charge foncière aura déjà été absorbée avant. On va pouvoir travailler des portefeuilles. Vous pouvez retravailler vos immeubles, c'est ça l'idée. Vous pouvez utiliser utiliser la collecte pour retravailler et améliorer le rendement de votre actif, c'est ça, hein? Oui, absolument. On a acheté il n'y a pas très longtemps un immeuble à Toulouse sur lequel on a des droits à construire. On a un locataire qui est intéressé par une extension. On va le faire avec lui, on va améliorer le rendement. Donc il reste des outils pour maintenir ce rendement à terme. Dany, est-ce qu'on va tenir ce rendement? Alors on disait tout à l'heure 5%, on est en plein dans l'histoire. Est-ce qu'on dilue pas trop? À combien vous investissez aujourd'hui? 6,20. 6,20. Pour vous donner le. C'est beaucoup. Donc comment on peut avoir un tel spread? Alors, non, d'abord, il faut l'obligataire. Alors, d'abord, le spread avec l'obligataire, il s'explique par la prime de risque, la prime de liquidité, la prime de vacances. Si, 6,20, on a vu entre 6 en taux d'acquisition. Le spread à ce niveau-là, on n'a jamais vu ça. Entre le taux sans risque obligataire et les rendements immobiliers, on n'a jamais vu ça. En général, Nicolas ne me démentira pas, c'est le spread un peu ce qu'on appelle le prime, qui, lui, s'achète de plus en plus cher et plutôt à 3,5-4% dans le taux actuel. Non, on est plutôt positionné sur ce qu'on appelle le core plus, c'est-à-dire la première périphérie de Paris, sur des villes comme Lyon dans lesquelles on croit énormément. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs moyens, je dirais, d'améliorer un taux de rendement dans ce contexte-là. Il y a d'abord aller sur des biens plus atypiques, on parlait de la santé, on va parler des axes de diversification. Il y a également, et ça je crois qu'il ne faut pas l'oublier dans le contexte actuel, mettre un peu de levier structurel, parce que les SCPI partent en général de zéro en matière de taux d'endettement. Levier structurel, c'est vous empruntez? Oui, ça veut dire emprunter pour acheter, ce qui pose avec encore plus d'acuité le fait de devoir trouver des immeubles, bien sûr. Mais c'est plus de risque si j'emprunte pour acheter, non? Pas à des niveaux d'où partent les SCPI. Aujourd'hui, les SCPI partent de quasiment zéro en termes de
d'effet de levier, comme on dit. Et donc, il y a des façons, je dirais, et puis évidemment, le pilotage de la collecte. Donc, il y a des façons de résister à l'érosion des rendements dans le contexte actuel. Nicolas, comment aujourd'hui, j'entendais, tiens, on n'est plus prime, on est core plus, enfin, est-ce qu'on n'a pas la même logique que dans l'obligataire? C'est-à-dire qu'au fond, on dit, comme on a les rendements prime baissent, on prend plus de risques aujourd'hui. Est-ce qu'on n'a pas cette tentation? Je vais répondre à cette question et je voulais juste rajouter un élément sur le phénomène si vous êtes venu avec vos réponses, allez-y. De dilution. Le phénomène de dilution en fait, potentielle sur les souscriptions de parts en SCPI. Nos SCPI bureaux, en fait, émettent à un prix systématiquement supérieur à la valeur de reconstitution. C'est-à-dire qu'en fait, on achète nos SCPI avec... Je comprends rien. On achète nos SCPI avec une prime sur la valeur de reconstitution du patrimoine, c'est-à-dire la valeur du patrimoine ajoutée de l'ensemble des frais pour racheter ce même patrimoine. Donc, il y a une prime, une surcote par rapport à ce prix-là. Donc, c'est un rempart supplémentaire par rapport au phénomène de dilution qu'on peut avoir. Mais effectivement, il y a un deuxième paramètre qu'on a mis en œuvre depuis un certain temps dans nos SCPI. C'est un peu de levier bancaire à l'intérieur, de manière finalement assez modeste. Je suis d'accord, on part de zéro, donc on n'est pas sur des leviers de 80%, fort heureusement. Et puis le troisième levier dans nos SCPI, en fait, c'est de ne pas hésiter à redistribuer de la plus-value lorsqu'on arbitre. On arbitre régulièrement nos portefeuilles, on réalise de la plus-value, et on rend de la plus-value aux souscripteurs. C'est-à-dire qu'on ne rend pas que du revenu, on rend aussi un peu de valeur. Vous arbitrez votre portefeuille. Exactement. Et on voit que ça n'a pas de répercussion finalement sur nos valeurs de réalisation, c'est-à-dire la valeur de l'actif, parce qu'on ne restitue pas plus de plus-value que la croissance des valeurs. Si je vous entends juste en un mot, parce que je vais refaire un tour, j'entends moins prime, plus core, j'endette et je prends de la plus-value. Est-ce que vous ne prenez pas plus de risques aujourd'hui pour maintenir des taux, pour maintenir cette collecte? J'explique simplement que lorsqu'on réalise une plus-value sur un immeuble, on en restitue une partie. Oui, j'entends, mais quand j'arbitre un portefeuille obligataire, je me dis, au fond, je m'enlève un peu de richesse si c'est un beau produit. Donc, est-ce que vous prenez plus de risques ou pas? Mais regardons par exemple Rivoli Patrimoine. Rivoli Patrimoine a distribué 1 euro par part de plus-value. Sa valeur de réalisation a augmenté de 5%. Donc, je n'ai pas distribué plus de capital que j'en avais en début d'année. Vous ne voulez pas répondre. Alors, et Marc, vous prenez un peu de risque ou pas? Je vais être un peu moins politique. Moi, je pense que les taux sont clairement orientés à la baisse. Et que dans ce cadre-là, il vaut mieux suivre la baisse et aller faire un petit peu de levier ou distribuer de la plus-value, je partage parfaitement. Mais la mauvaise qualité est toujours trop chère. Donc, quand les taux baissent, il faut aller chercher. Alors, ça, c'est quelque chose que l'on fait très régulièrement. Il faut sortir d'un certain nombre d'immeubles qui sont obsolètes. Ça n'oblige pas à s'endetter, ça? Non, ça n'oblige pas à s'endetter. Non, ce que je vous disais par là, c'est que mieux vaut suivre la baisse des taux et aller toujours sur de la bonne qualité et ne pas dégrader, aller chercher du risque. Donc vous ne prenez pas plus de risques? Non, on ne prend pas plus de risques. Vous arbitrez le mauvais patrimoine pour essayer d'en trouver du mieux. Voilà, et on dérive une partie, et là je rejoins parfaitement ce qui a été dit, on dérive une partie de la collecte nouvelle pour réinvestir dans les immeubles anciens. Alors on ne peut pas le faire malheureusement à très très grande échelle parce qu'on est obligé de respecter les revenus, mais c'est très important et ça permet de faire souvent des investissements plus rentables parce qu'on n'a pas à racheter les fonciers, oui. Qui achète ces immeubles de mauvaise qualité que vous vendez? C'est intéressant comme sujet. Est-ce qu'il y a un marché d'acheteurs? Beaucoup d'utilisateurs, la vente à utilisateurs, donc le montage classique d'un chef d'entreprise. Oui, mais on a tendance à arbitrer des plus petits immeubles aussi pour acheter des Qui les achète? Des plus gros, des utilisateurs, effectivement. Aïe. Et quand on parle de moins prime, moi je suis pas tellement d'accord avec ça. Enfin, ils ne sont pas d'accord, j'adore. Non, le terrain de jeu des CPI, historiquement, ça n'a jamais été l'avenue Montaigne ou les Champs-Élysées. On a toujours recherché du rendement en allant en région ou en allant en première couronne. Donc on reste un peu sur le même type d'actifs que ce qu'on trouvait avant. On a aujourd'hui des volumes de collecte qui sont plus importants, qui nous permettent également de nous tourner vers des immeubles plus gros, qui sont plus faciles à Oui, puis vous allez chercher travailler. des immeubles BBC, qui sont aujourd'hui dans les normes. Ce qui m'inquiète, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce stock d'immeubles que vous laissez sur le marché? Alors, je vois des gens qui viennent qui me disent on les transforme en habitation. Mais bon, c'est un autre thème. Georges, quelques questions? Vous me faites plaisir, j'ai beaucoup de questions. Oui, mais ça va, là, on est bien. On a deux typologies de questions. Une première sur l'enveloppe fiscale dans laquelle est comprise l'assurance vie. Oui. Compris les SCPI. Est-ce que c'est que de l'assurance vie? Et ensuite, est-ce que c'est pas aussi grâce à l'assurance vie dont la fiscalité a été protégée par le gouvernement versus les autres produits qui vous aident à faire ton collecte? Et la deuxième chose sur vos investissements. Plus tard, ça. Bon, on en parlera après. Oui, l'étranger, c'est plus tard. Donc on reste sur l'assurance vie. La collecte de cette année, le succès, c'est l'assurance vie ou non? C'est le marché globalement. Quelle est la cote-part en assurance vie, Nicolas?
OPCI, quasiment 100% d'assurance vie. Et SCPI SCPI, allez, on va dire 30-40% peut-être d'assurance vie. Pas mal quand même, c'est montant aussi. Hein. Ouais, mais je ne sais pas, en progression en fait, c'est assez constant. Et pour le reste, donc la partie en direct, une très grande partie, plus de la moitié en fait, avec du crédit. D'accord. Dany, j'enlève le fonds euro immobilier chez vous, mais oui, les SCPI, OPCI... 30 à 40%, enfin 30 plutôt pour ça d'ailleurs. Ça compte beaucoup quand même l'assurance vie. Ça compte beaucoup, mais dans l'ADN de Primonial, il y a effectivement des réseaux qui pratiquent, je dirais, ce que pratiquent les indépendants, le financement à crédit des SCPI, etc. Donc il y a plusieurs modèles, et il y a la nue propriété qui est également une voie d'accès fiscalement intéressante et différente de l'assurance vie. Donc c'est quand même assez bien diversifié. Assurance vie? Alors nous, on doit être un peu atypique, parce que l'assurance vie, c'est beaucoup moins. Chez nous, c'est à peu près 10% en stock, peut-être 15% sur la collecte de l'année dernière. Alors c'est vrai qu'on a tendance aussi à... C'est bon, vous allez avoir un rattrapage des assureurs. À diversifier les sources, et donc mécaniquement le reste c'est du direct, avec en gros un tiers de démembrement, un tiers de cash, un tiers de crédit. D'accord, très bien. Plutôt dans la première catégorie, avec 30-40% assurance vie. C'est très montant quand même, moi je suis un vieux de la vieille dans le métier, à un moment donné l'assurance vie c'était très très peu. Donc maintenant ça devient important. Ouais. Ça veut aussi dire que les SCPI se sont implantés dans le paysage de l'assurance vie. C'est-à-dire que les assureurs prennent aussi un peu de risque parce que c'est eux qui font la liquidité. Là. Pour moi, il y a trois types d'assureurs. Il y a encore les récalcitrants, c'est-à-dire ceux qui ne touchent pas à la pierre papier. Il y a les convertis. Bon, je n'ai pas donné de nom, mais ils se reconnaîtront. Il y a les convertis qui se sont récemment tournés vers la pierre papier via la SCPI ou via l'OPCI s'ils ne souhaitent pas faire de la SCPI. Puis il y a les FANA, il y a les fans de la SCPI avec les assureurs qui sont toujours présents. Moi, ce que je constate tout de même, c'est que quand on discute avec les assureurs de la place, on sent quand même qu'il y a une petite réticence désormais à allouer davantage de risques en fait à la SCPI. Puisque dans la SCPI, il y a quand même un risque de liquidité. Bien sûr, c'est eux qui portent la liquidité, on en a beaucoup parlé évidemment. Lors du précédent Club Et donc, Expert, il y a un peu plus de pudeur, effectivement, face à la SCPI et par rapport donc, à leur ticket supplémentaire qu'ils prendraient. Bon, c'est ce que je constate. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu dans les collègues 2014. Dany, en une minute, parce qu'on a largement débordé déjà. Ce qu'on constate, c'est que cet engouement des assureurs pour les SCPI a entraîné de la part des diligences supplémentaires, c'est-à-dire une exigence par rapport au patrimoine des SCPI. Mieux parce qu'au fond, ça qu'ils protège le souscripteur parce qu'ils sont encore plus exigeants. Parce que pour revenir quand même sur le premier tour de table qu'on a fait, historiquement, la qualité du patrimoine des SCPI s'améliore. Il y a une étude de CBRE qui a été publiée il y a 3-4 ans sur la question. Le caractère neuf, le caractère grand, siège social, etc., des immeubles achetés par les SCPI n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Ce n'est pas encore un patrimoine de foncière, mais ça y ressemble. Et les assureurs sont aussi pour quelque chose dans cette montée en gamme du patrimoine des SCPI. Messieurs, merci beaucoup sur cette première partie. Je conclurai, on a largement dépassé, mais sur le crowdfunding, on aura assez de temps. Je conclurai par une seule question. En fait, j'ai bien compris, vous arbitrez, vous gérez plus actif, vous empruntez un peu, donc vous êtes plus dynamique dans votre gestion et plus flexible, si je comprends bien. On a un taux aujourd'hui qui est au-dessus de 5. On sent bien que pour le marché, c'est très important. Est-ce que vous allez tenir cette année les 5%? C'est la question de vérité. Marc? Oui, sur un certain nombre de véhicules, oui, on va tenir les 5%. Ouais. Non, sur un certain nombre de véhicules, nous ne sommes plus à 5% et on sera plutôt en stabilité sur 2015. D'accord. Alexandre? A priori, oui. Très bien. Ça, c'est clair. On affiche nos prévisionnels en début d'année et ils sont tous au-dessus de 5 ou à 5. Si la question c'est de savoir si les dividendes vont se tenir, oui. En revanche, dire est-ce que le taux de 5% peut être enfoncé pour les SCPI, j'y vois aucun inconvénient vu la compression du taux sans risque en 2014. Nicolas, j'adore vos réponses, décidément. On jouera quand même autour de 5? Dividendes maintenus, après les prix, on verra. D'accord. Ça veut dire qu'il y a un risque sur les prix? Un risque positif. Ah oui, tu vas pas faire plus de 5. Alors je vous ai entendu, écoutez, voilà. Non, très bien. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Deuxième partie qui va être réduite, mais au fond ça a du sens. C'est une partie un peu anecdotique, mais tout le monde en parle, c'est la mode, je vous le disais tout à l'heure. Le crowdfunding en général, puisqu'on sait qu'il y a plein de sortes de crowdfunding, le caritatif, l'emprunt et puis l'investissement. Et dans l'investissement, il y a l'immobilier. Et puis au-delà du crowdfunding, on voit aussi beaucoup chez les indépendants des investissements qu'on appelle en club deal. En fait, on réunit quelques clients pour acheter une affaire en direct. Qu'est-ce que vous pensez de cette mode? Est-ce que on voit qu'aux États-Unis, le crowdfunding se développe sur l'immobilier, sur l'économie bien évidemment, mais aussi sur l'immobilier. En France, c'est un peu plus compliqué parce que la réglementation l'a plus encadré. Messieurs, est-ce que vous pensez que le crowdfunding et au-delà les club deals sont des réponses à une volonté peut-être de comprendre mieux ce qu'on achète? Marc? Moi, je pense qu'il y a un petit peu
un effet de mode. Oui. Voilà, donc très bien, ça s'observe attentivement du coin de l'œil, c'est innovant, très bien. De ce que j'ai pu regarder de ces expériences-là, c'est pas tout à fait de l'immobilier, il faut quand même regarder attentivement de quoi on parle. Aux USA, il y a de l'immobilier, en France pas encore, mais voilà, aux USA, mais ça commence, il commence à y avoir une ou deux choses. Moi, ce que je regarderais attentivement, je ne sais pas, l'immobilier, c'est long terme, faire un tour de table, c'est très bien les tours de table, alors très collectifs, pourquoi pas, en moins nombreux, mais enfin, s'associer sur un tour de clic pour 15 ans qui viennent, enfin, je sais pas, faut être un peu prudent quand même. D'accord, donc vous dites, tout ça, on ne sait pas avec qui on Il y a sûrement des modèles intelligents à inventer, des nouvelles formes de distribution à avoir, il y a plein d'innovations à avoir, mais enfin, il faut garder ces repères de bon sens. Ça évite pas mal de déconvenus. Est-ce que vous pensez que ça va se développer? Est-ce que vous en ferez, par exemple, vous, Alexandre? Vous avez imaginé, tiens, quand vous avez vu Sario, vous dites, tiens, on pourrait regarder? Alors aujourd'hui, on n'en est pas là. Bon, il me semble que c'est une offre différente. Il faut revenir sur ce qu'est une SCPI. Une SCPI, c'est de la détention de long terme, c'est de la recherche de rendement régulier. Effectivement, aujourd'hui, le crowdfunding, c'est essentiellement du financement de programmes immobiliers. C'est du court terme avec un risque promoteur. Ça s'adresse à d'autres typologies de clientèle, avec d'autres objectifs, d'autres horizons de gestion. Alors demain, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment dans les tuyaux. Dany, on se pose des questions quand même. On se dit, d'un côté, on vient vous embêter avec de la réglementation, du compliance, et tout d'un coup, on ouvre une porte. Et on dit allons-y, et on voit bien dans le crowdfunding, il y a beaucoup plus de risques. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ça ressemble au tout début des SCPI dans les années 70, d'après ce que j'ai lu. Et donc c'est quand même un secteur qui a pour vocation de se réglementer, d'avoir finalement mais du coup, on est schizophrène là, non? On est schizophrène, mais moi je crois qu'on a finalement en gestion le droit de faire beaucoup de choses à condition d'être cohérent et de dire le risque qu'on prend. Donc je pense que le risque est en grande partie un risque de communication et de manque de transparence. Quand nous, on fait des club deals avec des institutionnels, il y a toute une gouvernance qui se met en place, il y a une homologation par l'AMF. C'est extrêmement cadré. Et je ne vois pas pourquoi des particuliers n'auraient pas droit au même niveau d'encadrement, fondamentalement. J'ai pas compris. Vous dites au fond, c'est dangereux, c'est immature ou... Je dis pas, c'est pas dangereux si on sait ce qu'on fait. Mais je vois vous pas. Dites, on sait pas aujourd'hui. Mais je crois que le vrai, il faudrait reprendre les chiffres, mais je ne suis pas sûr que cet engouement se traduise tant que ça dans les chiffres. Non, pour l'instant non, mais aux États-Unis, oui, plus. J'ai regardé quand même. Aux États-Unis, oui, tout à fait. Donc, et je pense que la vraie demande, quand même, des clients, la plupart des clients, c'est un placement, retraite, défensif, sans qu'il se fasse trop remarquer dans le temps. Donc je ne crois pas que chaque investisseur soit à la recherche de faire un coup en immobilier. D'accord, vous êtes conservateur, Nicolas, même chose? Moi, j'y vois quand même des vertus en fait à ce dispositif. Non, vraiment, parce que déjà, c'est une vertu peut-être pour essayer de réconcilier les Français par rapport au monde de la finance. Il ne faut pas oublier que le financement participatif, c'est du financement associatif essentiellement. C'est aussi du financement, du pur financement bancaire, presque bancaire. Hein. Et puis là, on parle finalement du capital risque, c'est-à-dire je vais investir un ticket dans une opération de promotion en tant que capital risqueur. Donc si ça peut permettre en fait de réconcilier les Français par rapport à la finance et comprendre ce mécanisme, comment il fonctionne, pourquoi pas. Maintenant qu'on autorise à faire des financements à hauteur de 40 ou 50 000 euros dans ce type d'opération, sans les contraintes auxquelles nous sommes soumises et auxquelles évidemment que nous approuvons bien évidemment, on trouve ça un peu étrange. Il ne faut pas oublier une chose, que le crowdfunding pour nous, c'est juste l'histoire de la désintermédiation. On est bien d'accord, on parle de la désintermédiation. On va y arriver. D'accord. Est-ce qu'on ne va pas, et on le voit dans les questions, Georges, allez-y, tiens, posez-nous quelques questions et on va les reprendre ensemble. Oui, tout le monde en parle. Il y a trois thèmes qui ressortent. Un thème qui finalement c'est le crowdfunding, c'est pas une bonne chose pour vous obliger à innover, à améliorer plein de choses, autant sur les process que sur les commissions, les marges. Et après, venir des questions pratiques, vous dire, est-ce que vous avez déjà vu des opérations de crowdfunding fonctionner aujourd'hui, ou est-ce que c'est pas que des tout petits tickets et vous serez jamais en concurrence avec eux sur les biens que vous allez chercher? Est-ce que vous pensez que ça peut changer? Et je vais pousser ma question et on va y arriver. Est-ce qu'on parle beaucoup d'ubérisation de la société en ce moment? On dit au fond désintermédiation, ubérisation. Est-ce qu'au fond tout ça, ça va pas un peu secouer tout le monde? Mais vous, la distribution aussi. Hein, c'est-à-dire qu'au fond, on va pouvoir acheter tout ce qu'on veut sur le marché. Alexandre? C'est vrai que quand on parle de crowdfunding et souvent d'Internet comme vecteur de crowdfunding, on parle beaucoup de distribution. Quand on gère de l'immobilier, il y a des actions humaines au quotidien, c'est considérable. Là aussi, on peut parler des frais, des marges. Est-ce que c'est pas un moyen de vous challenger sur les coûts? On va y arriver, bien sûr. Hein. Les CPI sont quand même relativement peu chargés sur leur encours, puisqu'on a, si on ramène les taux sur les loyers en encours, on est plus près de 0,70, 0,80, ce qui n'est quand même pas énorme
pour un véhicule qui gère des immeubles, chaque immeuble étant une entité différente dont il faut s'occuper. Et les frais les plus importants sont sur l'entrée. Donc ce sont des coûts de distribution. Donc la question, elle est plutôt là. Est-ce que, Marc, alors sur les frais, tiens, rentrons, parce que vous me dites 0,70, 0,80, mais ça, c'est les frais de la SCPI. Il y a aussi des frais souvent de gérant d'immeuble à côté. Non, la SCPI gère elle-même ses immeubles, il n'y a pas de La société de SCPI gestion gère ses immeubles. Directement. Mais oui, la gestion des loyers, ce qu'on appelle le property management et l'asset management, sont compris dans généralement les 10% des loyers qui sont pris par... Donc on gère le passif, on gère l'actif et on gère les immeubles. Après, bien entendu, oui, pour ce prix-là, il n'y a pas les travaux. Oui, ça, c'est effectivement. Mais non, je rejoins parfaitement ce qui a été dit. Le montant aujourd'hui des frais de gestion sur une SCPI sont très raisonnables. Effectivement, il y a une partie significative qui est plutôt dans les coûts de distribution. Donc vous êtes en fait plus raisonnable, on va rester 2 secondes sur vous, mais plus raisonnable que l'asset management. On dit qu'il y a beaucoup de marge à... Alors, en matière on voit que les ETF sont venus challenger très fort. J'invite les conseillers en gestion de patrimoine à regarder les taux de chargement des produits de private equity comparés aux produits de collectifs immobiliers. Et on verra que l'immobilier fait preuve d'une très grande frugalité en la matière et que les amis du private equity ont plutôt décomplexé sur le sujet. Donc, Nicolas, avec plaisir, bien sûr. Un élément par rapport au crowdfunding et la désintermédiation. Ce qui fait la valeur d'une société de gestion comme les nôtres, c'est la valeur des hommes qui la composent et notamment de leur expertise en immobilier. Ce qui fait la valeur chez nous, c'est de trouver des bons actifs qui vont générer des rendements derrière. Que ce soit distribué de manière désintermédiée ou intermédiée, à la limite, peu importe. Why not? Demain, faire du crowdfunding, peu importe. Oui, vous dites, on n'a pas besoin des CGPI, mais nous, on vendra toujours. Quoi. En tout cas, l'expertise en immobilier, elle est là. Donc, le canal de distribution, peu importe. Si c'est un nouveau canal de distribution, je pense qu'on ira tous pour finir. D'accord. Donc, vous dites, Dany, vous allez essayer de nous confirmer ça pour conclure sur ce sujet-là, mais vous dites, au fond, les frais, c'est pas très cher sur les SCPI, donc le risque d'ubérisation, on l'a pas vraiment. Et puis, c'est différent de la gestion financière, puisque dans la gestion financière, on a fait les ETF, on a acheté de l'indice, mais dans les SCPI, dans l'immobilier, c'est pas possible, il faut du talent pour acheter, c'est ça? Et puis, les intermédiaires ont une fonction. Non, mais enlevez les... Pour vous, d'abord. D'abord, il faut du talent pour acheter. On ne peut pas comparer les ETF. Non, chez vous, il faut du talent. Pour gérer 1 milliard d'euros, il faut 15 personnes. Pour gérer un ETF, pour gérer 1 milliard d'euros en ETF, je pense peut-être 4 écrans, mais pas 15 personnes. Une machine maintenant, un robot. Voilà, exactement. Donc on ne peut pas, en immobilier, dire qu'on va finalement baisser les frais, ne pas diversifier, parce qu'on part de tout petits investissements et garder la même expertise. Ce qu'il faut, c'est être plus exigeant avec les intermédiaires, c'est grossir pour diversifier et créer des économies d'échelle sur ces frais, mais garder l'intermédiation. Ok, merci, ça allait très vite. Juste une question, oui ou non, j'essaye. J'y arrive pas, mais j'essaie quand même. Est-ce que vous avez réfléchi, est-ce que vous avez dit, tiens, on pourrait regarder le crowdfunding chez vous? Non, on n'en est pas arrivé à cette question-là. Chez Primonial, je suis sûr que vous avez réfléchi à ça. On a réfléchi, on s'est dit qu'on est aujourd'hui sur d'autres projets. D'accord, c'est pas le moment. Non, parce que c'est quand même très très embryonnaire en France. Chez Perial? Je l'ai dit tout à l'heure, même si on regarde, on n'est pas prêt. Pour l'instant non plus. Non, non plus. Ok, allez, dernière partie, ça va vite, vous voyez, 3 quarts d'heure. Dernière partie, et là on va rentrer dans vos expertises, vos métiers, vos talents. On voit qu'aujourd'hui, le marché, qui est un marché assez monolithique, on avait l'habitation, le bureau, au fond, historique, les boutiques aussi. Et puis là, on se diversifie beaucoup sur des thématiques, on a l'impression de se retrouver dans la gestion financière, et on se diversifie à l'international. Donc on voit beaucoup de SCPI, enfin beaucoup, non, j'exagère, mais on entend parler beaucoup d'Allemagne en ce moment, dans le milieu des SCPI, vous en direz, et on entend beaucoup parler de la santé, puis de quelques expériences dont vous nous parlerez dans vos maisons. Alors, c'est une bonne chose, j'allais demander pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt, on se demande, pourquoi on n'a pas internationalisé plus tôt, ça avait du sens. Et aujourd'hui, pourquoi ça internationalise vers un pays et pas un peu partout, au fond? J'attendrais de la multigestion mondiale, quasiment. Marc, tiens, on commence. Alors, c'est clair qu'on a ouvert les frontières. On a fait d'ailleurs nos propres investissements en matière d'équipes, alors en Allemagne, en Angleterre. Et nous ouvrons l'investissement de nos SCPI existantes pour une petite partie, mais surtout de créer de nouveaux véhicules. Nous avons lancé effectivement l'année dernière une SCPI à vocation d'investissement européen, mais pas uniquement l'Allemagne. On commence par l'Allemagne. On commence par l'Allemagne parce que c'est le marché le plus profond. C'est un marché qui fonctionne correctement. La macroéconomie est quand même enviable en Allemagne par rapport à celle qu'on connaît en France. Mais Europe du Nord, il doit y avoir des opportunités. Europe du Sud, ça ne doit pas être cher. Oui, mais la liquidité, la profondeur des marchés reste quand même un point d'appréciation très fort. On ira ailleurs, on ira dans l'ordre et la discipline, pour parler allemand, dans les autres pays. Restez groupés. Voilà. Pas déconner. Mais c'est un point très... Enfin, le point qui nous, aujourd'hui, qui nous paraît très important, c'est que
va probablement arriver en immobilier à l'actif comme au passif, ce qui est arrivé dans les valeurs mobilières il y a 25 ans à peu près, c'est-à-dire une internationalisation qui se pose la question de savoir si une SICAV aujourd'hui action est européenne ou française. SICAV d'action française, c'est plutôt un oiseau rare aujourd'hui. Ah, j'en connais des célèbres, hein, ce sont des amis, donc on les salue. Non mais effectivement, on trouve sur le marché. Voilà. Alexandre, vous allez à l'étranger ? Alors c'est quelque chose qu'on regarde d'assez près, effectivement. On regarde l'Allemagne, on regarde d'autres pays, et on regarde toutes les classes d'actifs. Voilà, l'idée étant, dans un premier temps, d'investir dans les véhicules actuels à l'étranger, et pourquoi pas à terme peut-être de créer une structure spécifique pour investir à l'étranger. Spécifique. Vous ne direz pas dans les portefeuilles existants, mais... Si, justement, dans un premier temps, dans les portefeuilles existants, certainement dans PFO2, mais peut-être à terme, créera-t-on une SCPI Europe. Et puis on regarde d'autres classes d'actifs. Oui, voilà, j'allais dire, vous avez diversifié. Donc vous, par exemple, on a parlé de viager. Tiens, comment ça se passe, le viager ? Alors le viager, c'est un autre véhicule. Non, mais voilà, on diversifie les thématiques, l'international, on va revenir sur l'international. Je vais faire un petit lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, puisque le viager, c'est un actif qu'on n'a pas pu loger dans une SCPI, puisqu'on n'est pas sur un objet civil. On l'a logé au sein d'un FPCI, qui demande justement un profil très particulier d'investisseur, puisqu'il faut être en face d'investisseurs professionnels. Et donc le succès de ce produit qui a un fort succès d'estime, puisque ça intéressait tout le monde, et je crois que tout le monde avait compris la vraie problématique du viager, ne se traduit pas malheureusement aujourd'hui dans les chiffres de la collecte, puisque le profil des investisseurs potentiels est plus compliqué. D'accord. Et les instits n'achètent pas, en disant au fond mutualiser du viager non, alors les instits, c'est plutôt pour la française. Oui, en fait, en termes de fonds viagers, sur les institutionnels, on va terminer probablement pas loin de 150 millions d'euros levés. D'accord. Alors ça leur plaît, c'est beaucoup, 150, je ne me rends pas compte. Alors, sur un premier fonds sur cette thématique-là, oui. Voilà, maintenant, ils nous attendent en disant approvisionner. Qu'est-ce que ça va donner, d'accord. Et là, c'est la phase la plus intéressante. Parce que sur le viager, il faut collecter beaucoup pour le mutualiser le plus possible, évidemment. Oui, bien sûr. Originalité, où est-ce que vous allez nous amener en dehors du classicisme alors chez Primonial ? Alors nous d'abord je partage complètement ce qui a été dit sur l'international et le fait que d'une part il y a le marché allemand qui est le principal marché. On les aime les Allemands, pour une fois qu'on aime les Allemands. Mais pas seulement parce que les taux du marché allemand, sont quasiment plus bas que les Français. Il y a du rendement à aller chercher en Espagne, il y a un peu de volatilité à aller chercher à Londres. Et donc ça, c'est une de nos pistes de réflexion. Et puis, dans le même ordre d'idée, il y a une de nos pistes de réflexion qui est, sur des marchés de niche tels que la santé, d'internationaliser un peu notre sourcing et justement d'aller chercher à l'étranger des biens immobiliers de santé qui justement permettent d'étendre l'univers d'investissement parce qu'il y a évidemment des dangers à rester sur une niche trop étroite. Et vous avez même fait de la nue propriété. Absolument. Récemment. Voilà. Absolument, on a lancé la première SCPI. Ça c'est long, de nue propriété. Pas pour longtemps, nue propriété. Alors ça part pour longtemps si on est dépendant justement de l'arrivée à pleine propriété du bien. Nous, on l'a fait dans un véhicule collectif, donc avec les mêmes contraintes de liquidité, d'arbitrage, etc., que les autres SCPI. Nous, on a une vraie conviction sur la nue propriété résidentielle, d'abord parce que ça nous apparaît comme un moyen de capter finalement l'entièreté de la performance du résidentiel, à la fois les loyers à travers la discussion déjà, on a fait un chat sur le sujet, mais et la valeur du foncier. Voilà. Et nous, on a choisi de le faire dans le cadre d'une SCPI de capitalisation, parce que ça manque un peu dans l'ingénierie patrimoniale, cette notion de SCPI de capitalisation. On voit qu'il y a beaucoup d'erreurs, viager, nue propriété. Et chez Amundi, alors ? 3 choses en matière d'ingénierie, justement. Nous, on pense que le démembrement de part de SCPI est plus puissant que la SCPI de nue propriété en tant que telle. Et paf, une pierre dans on aime. Ah, mais non, j'aime bien Dany. C'est différent. J'aime bien Dany. Mais pourquoi on a également, en termes d'innovation, lancé notre SCPI de déficit foncier l'année dernière. Et elle va rentrer en sa 2e année. Voilà, là, on va chercher des gens qui ont déjà de l'immobilier, qui en veulent encore plus pour gagner de la fiscalité. Et là, on génère 19% de déficit foncier sur l'investissement sur 2014, donc ce qui est plutôt pas mal et conforme à l'objectif. Et on a la totalité de la collecte prévue pour cette année déjà loquée sur des actifs donc identifiés. Mais le 3e point, c'est Opsimo, notre OPCI grand public. Vous parliez tout à l'heure de la diversification européenne, de l'investissement en Allemagne. La bonne raison, c'est que le marché allemand, il est quasiment 2 fois plus gros que le marché français, donc c'est un peu logique de s'y intéresser. Le marché anglais est encore plus gros que le marché allemand. Donc si vous êtes investi sur ces 3 marchés, vous faites quasiment le marché européen, on va simplifier. On zappe le Sud,
On zappe parce que ce sont des non, c'est pas ce que je veux dire, c'est que ce sont des marchés encore un petit peu étroits. Il y a des opportunités, on y va. On a une société de gestion en Italie, on a un screening très particulier sur ce pays-là. C'est juste qu'on est sur des marchés étroits où les opportunités sont assez rares. Juste, ouais, tout à fait. Mais la diversification internationale, c'est pas un gadget parce qu'on a le sentiment que tout le monde s'y met. Je me demande pourquoi vous n'y êtes pas mis il y a 15 ans. Justement, mais nous on s'y est mis depuis 2008. Donc on est des anciens de la diversification dans nos fonds. C'est simplement que je pense qu'on n'avait pas les bons outils pour le faire. Nous on considère que le meilleur véhicule pour le faire, ça reste tout de même un OPCI. La SCPI génère quand même quelques difficultés pour aller investir dans un certain nombre de pays et on l'a pas sur le PCI. Merci beaucoup. Georges, des questions? Oui, alors on a d'autres questions sur l'étranger. On nous parle de beaucoup plus loin, on parle de l'Asie, on parle du Brésil, des États-Unis, enfin plein d'autres pays. Pourquoi est-ce que vous ne regardez pas aussi loin? Et après, on a aussi des questions sur la santé. Voilà. Vous parlez beaucoup de ça, finalement, la santé. Deux grands sujets. Est-ce que ce n'est pas trop tard pour y aller, comme les maisons de retraite? Est-ce que le marché va être totalement adressé? Est-ce qu'il ne faut pas regarder autre chose? Alors, on parle de manière générique. Quand je parle d'internationalisation, moi je rêve d'aller acheter en Asie. Je me dis, c'est là que ça se passe, c'est le monde nouveau. Alors, qui va m'amener là-bas pour acheter de l'immobilier? Je vais vous donner 2 secondes, je vais vous donner la parole. Et j'en rêve. Et deuxièmement, alors la santé, c'est aussi la mode, mais au fond, élargissez un peu, je vais refaire un tour de table, ce sera le dernier, élargissez un peu en disant, est-ce que c'est l'avenir de l'immobilier collectif d'aller chercher des thématiques comme ça? Nicolas, on prend directement là. En 2 minutes par rapport à l'investissement. Pas plus, non mais pas 2 minutes, vous les avez pas là. Mais oui, tout à fait. Mais simplement, aujourd'hui, l'investisseur français en dehors de France, investissant en immobilier, je parle de l'investisseur institutionnel, il représente moins de 5% de la totalité des investissements réalisés en Europe. L'investisseur français ne va pas en immobilier à l'extérieur de son territoire, ou très très peu. Alors, a fortiori en dehors de l'Europe, vous imaginez même pas, parce qu'il y a les risques de change, il y a l'inconnu. Donc je pense qu'en termes d'éducation vis-à-vis de nos investisseurs, mais aussi nos investisseurs institutionnels avec lesquels on travaille, on commence déjà à les éduquer sur un marché pan-européen qui est vertueux, parce qu'il limite les risques et limite la volatilité. Et peut-être qu'un jour, on ira les emmener au Brésil. Allez, on voudra aller se balader en Asie. Petit à petit. Diversification thématique? La santé, tout. Nous, on a été. C'est notre truc. En général, est-ce que c'est bien d'aller verticaliser sur des thématiques? À une condition, c'est que les lignes de produits soient également des lignes de gestion. C'est-à-dire qu'il y ait des équipes dédiées à la gestion d'une classe d'actifs. Nous, on a un gérant en bureau, un gérant en commerce, un gérant en santé, une gérant en propriété. Mais ce n'est pas le modèle traditionnel de la SCPI, ça. Où il y a plutôt des gérants multicartes. Et donc, nous, on a organisé à la fois nos fonds et notre thématique, si on veut, sur cette voie-là, mais également notre organisation de la gestion, qui est une gestion spécialisée, parce que des actifs comme le commerce, par exemple, si on n'est pas un spécialiste du commerce, c'est très difficile aujourd'hui de ne pas se tromper en immobilier de commerce. Vous pensez que c'est une bonne idée? On pourra en trouver d'autres idées demain. Est-ce que comme les OPCVM, au fond, il faut aller chercher des thématiques on le fait, on y croit et ça marche. Vous avez des gros véhicules, vous êtes des vieilles maisons de gestion de SCPI. Non, mais est-ce que, justement, la même question, est-ce que vous pensez qu'il faut rester généraliste ou est-ce que c'est bien d'aller, pour laisser plus de capacité aux distributeurs d'arbitrer entre différents produits? Notre position aujourd'hui, c'est de thématiser pour les institutionnels. On l'a fait. On le fait. On a un OPCI, justement, EHPAD et crèches. D'accord. Et sur les véhicules... et pour les institutionnels, donc moi, j'y ai pas accès, quoi. Si, parce qu'on va aller chercher d'autres types d'actifs. Sur PFO2, par exemple, on a rentré pour 60 millions d'écoles. On regarde les écoles et les organismes de formation, par exemple. Ce sont des établissements qui répondent à des règles plus strictes, notamment en termes de sécurité. Et quand on peut avoir ce genre de locataires, en général, ils s'engagent sur des périodes très longues, 9 ans, 12 ans. On a des rendements qui sont à peu près identiques à ce qu'on aurait dans du bureau et donc moins de turnover. Donc c'est une manière d'apporter une diversification, une sécurisation. Alexandre, pour répondre, ça vous offrez ça aux institutionnels ou dans le cadre global de votre véhicule global, c'est-à-dire c'est une diversification dans le véhicule, mais vous n'êtes pas parti, vous, dans une logique je verticalise dans des SCPI spécialisés ou des OPCI spécialisés? Pas aujourd'hui. On parle du marché des SCPI qui se développe, et c'est vrai qu'il se développe. Il reste quand même tout petit par rapport à d'autres marchés, celui des OPCVM, celui de l'assurance vie, etc. Et donc, ça aura certainement un sens avec de véritables spécialistes quand on aura des portefeuilles de SCPI. Aujourd'hui, quand on regarde l'investissement moyen d'un particulier, bon, pourquoi pas si les conseillers allaient voir de vrais spécialistes. Mais aujourd'hui, on considère qu'un véhicule avec une bonne mutualisation, ça répond quand même certainement à 95%. Marc, cette verticalisation? Je crois qu'il y a la place pour les deux. Il y a des gens qui ont besoin d'un fonds diversifié parce que
La question, c'est une bonne idée de pousser sur la spécialisation. Ah oui, voilà. Donc des gens cherchaient un résultat, une diversification, etc., préfabriqué, prépensé par quelqu'un, et puis il y a d'autres qui ont envie de se la composer eux-mêmes. Donc on a des véhicules thématiques, des locaux d'activité, commerce, certes, effectivement, thématiques étrangères, on peut en inventer d'autres. Il faut faire attention à la profondeur des marchés par rapport à l'appétit de collecte pour ne pas se retrouver coincé. Mais oui, il y a de la place pour les deux. Très bien, messieurs, merci beaucoup. Il nous reste 1 minute, on a fini quasiment. Georges, une question arlésienne qui revient à chaque fois. La différence entre une SCPI et une OPCI. Et un OPCI, pardon. Alors, mais oui, alors je ne peux pas faire le tour de table là. Non, une personne comme qui veut répondre. Allez, Marc. Déjà, la fiscalité en direct. Celui qui souscrit dans un OPCI, il sera en revenu de valeur mobilière le placement. Celui qui souscrit dans une SCPI, il aura des revenus. Mais à l'intérieur. Non. Moi, j'ai cru comprendre que c'était plutôt vu de l'extérieur pour le particulier. La SCPI, ça s'achète en direct avec du crédit pour avoir du revenu foncier et donc faire de l'effet de levier. Un OPCI, ça s'achète dans un compte titre ordinaire sans appel au crédit. Donc la fiscalité est différente. Ensuite, à l'intérieur, au travers de l'assurance vie, les différences ne sont pas fondamentales. Donc, ce qui va différencier. Mais l'OPCI, il va avoir une part immobilière et une part financière. Ce qui va différencier un OPCI d'une SCPI chez nous, c'est essentiellement son investissement, son allocation immobilière, et notamment chez nous, la diversification pan-européenne au sein d'un OPCI, au sein de l'OPCI grand public, versus des SCPI un peu plus thématiques en SCPI. Dans un OPCI, quand même, non ? On a des valeurs mobilières, notamment une poche obligataire qui permet de gérer la liquidité. Intrinsèque de l'OPCI. Plus flexible quand même. Et malgré tout, en fait, ça ne condamne pas la performance, puisqu'on a des performances très flatteuses sur ces OPCI, malgré en fait, l'existence de cette poche obligataire. J'espère que tout le monde a compris. On leur posera la prochaine fois. Allez, pour conclure, vous êtes là pour parler de vos maisons. Est-ce que vous êtes capable de me faire un blockbuster, le produit de l'année pour vous, chez vous? Allez, petit coup de pub. Marc. Europimo, notre SCPI européenne, qui a de fortes ambitions et de collecte et d'investissement. Et donc qui est notre dernière année de la gamme. D'accord. SCPI européenne, on comprend, on diversifie et on se passe les frontières. Chez Perial. Chez nous, il y aura des produits, toujours PFO2, qui est notre vaisseau amiral. Mais ne me faites pas toute la gamme, Alexandre. Nous projetons de rouvrir PF1 et PFO, et certainement PF1 en fin d'année, qui est quand même la plus ancienne SCPI du marché. Vous préviendrez assez tôt. Bien sûr. Oui, très bien. Dany, chez Primonial. Alors, on a deux blockbusters cette année. Un qui est déjà lancé, qui est Primovie. Primovie, sur lequel on a énormément d'ambition cette année, qui a été lancé il y a 2 ans. Et puis, donc, la SCPI de nue propriété, le démembrement, donc la partie santé, éducation. Voilà. Donc Patrimo Croissance, qui est la SCPI de nue propriété de capitalisation que nous avons lancée. C'était 2, c'était bien. Voilà, ce sera 2. Ce sera tout. Nicolas. Sans surprise, Opsimo, 1 milliard d'encours au 30 mars. Donc. Opsimo, l'OPCI grand public, tout à fait. 300 millions de collectes depuis le début de l'année, un vrai blockbuster. 10 compagnies d'assurance qui ont référencé l'OVE, plus de 20 contrats d'assurance vie. Messieurs, merci beaucoup. Vous avez été très clairs. Donc, merci de votre présence. On n'a jamais le temps, en fait. On a l'impression, mais en même temps, on ne peut pas allonger. On se retrouvera au 3e trimestre, je pense, ou au 4e trimestre. En immobilier, oui, 3e trimestre. D'accord. Donc, merci beaucoup. Retour de table, Club Expert. On va faire des clubs d'experts, d'ailleurs, sur d'autres sujets, parce que vous êtes demandeurs, et c'est très bien de vous faire vous rencontrer entre vous. Donc, c'est une excellente idée pour la petite histoire qui est née grâce à une de vos maisons. Donc, merci beaucoup. Georges, on se retrouve quand, nous? Normalement, mardi prochain pour un chat politique, mais c'est pas sûr à cause des élections de ce week-end. Ah oui, zut. Notre invité est un peu des jeunes socialistes et il n'ose plus venir, alors du coup. On a a priori une remplaçante de premier plan. Mais... Et peut-être un direct d'une maison jeudi prochain aussi. Peut-être. Peut-être, très bien. Alors on vous annoncera ça sur Club Patrimoine. En tout cas, merci d'avoir été aussi attentifs comme d'habitude, aussi nombreux. Ça monte de plus en plus, les chiffres, on peut le dire. Donc bravo, merci de votre fidélité. Et donc à la semaine prochaine. Et comme dirait Bogdan, gardez-vous bien.